Rencontre avec Boris Cyrulnik, un podcast proposé par la Coréade. Moi c'est André, et si un jour vous m'aviez dit que j'irais interviewer Boris Cyrulnik chez lui, eh bien je ne vous aurais pas cru. Pourtant, l'été dernier, alors que l'effervescence des Jeux Olympiques gagnait peu à peu la France, avec Macha nous avons eu cette chance inouïe de le rencontrer. Nous avons pu échanger sur l'importance du village et de la pensée écosystémique, la parentalité en situation d'addiction, mais aussi sur ce qui fragilise les mères occidentales aujourd'hui et plein d'autres sujets d'actualité passionnants. On partage avec vous cet entretien, direction le sud de la France, avec en fond sonore la circulation du bord de mer, et bien sûr les cigales. Allons-y, donc vous m'entendez là? Oui, parfait. On peut y aller, c'est bon. Donc comme première question, on a lu du coup le rapport des 1000 premiers jours et on voulait savoir, on a vu de nombreuses interviews et de podcasts sur le sujet où vous intervenez, mais quel est l'enjeu qui vous tient le plus à cœur dans cette politique de santé publique des 1000 premiers jours? Alors depuis quelques décennies, on découvre que les 1000 premiers jours, c'est la base de départ. C'est là où un bébé acquiert toutes ses compétences. Et ensuite, le milieu transformera ça en performance. Mais ces 1000 premiers jours, s'ils sont stables et sécurisants, le bébé dispose autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Donc ces 1000 premiers jours, c'est schématiquement 300 jours dans l'utérus, 300 jours contre le corps de sa mère, entouré, et 300 jours, c'est l'ontogenèse, le développement progressif de la parole sous l'effet des pressions du milieu, et là, c'est 3 ans pour accéder aux premières paroles, et 5-6 ans pour accéder au récit. Donc nous, on a dit, les 1000 premiers jours, c'est la constitution de la première niche sensorielle, le couple, théoriquement, jusqu'au moment où l'enfant accède à la parole, on va dire 3e année, où là il débarque dans le monde humain, et il y a d'autres déterminants qui sont les déterminants linguistiques et culturels. Très bien, merci. Alors justement, comme le projet, le colloque est sur la addiction et périnatalité et grossesse, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se joue en particulier pendant la grossesse in utero pour le bébé? Alors, pendant la grossesse, depuis 40 ans, on sait que les émotions de la mère transmettent quelque chose au bébé qu'elle porte. Mais les émotions de la mère sont structurées par sa propre histoire et par son entourage. Donc si la mère est stressée, elle va transmettre des substances du stress. Il y en a beaucoup, mais schématiquement, les 2 vedettes, c'est le cortisol et les catécholamines. Il y en a d'autres, mais c'est les 2 vedettes les plus dosées régulièrement et les plus fiables. Ce qui veut dire que quand une mère est stressée, quelle que soit la cause de son stress, ça transmet au bébé des substances du stress toxiques, souvent pour son cerveau. Ce qui fait que cette substance transmise par la mère, c'est pas transmise par la mère, c'est transmise par le malheur de la mère. Et le malheur de la mère, ça peut être son histoire, sa propre histoire difficile, ça peut être la violence conjugale, ça peut être un trouble relationnel, ça peut être un trouble social, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un accident de la vie, parce que la vie est passionnante, mais pas toujours facile. Et ces substances du stress, on constate que quelle que soit la cause du stress maternel, si un flash aigu, le bébé sursaute, son cœur s'accélère, et hop, il reprend son développement, et assez paradoxalement, le stress chronique de la mère, développemental, elle en prend moins conscience, elle se défend moins bien, ça dure plus longtemps, et le cortisol et les catécholamines finissent par franchir la barrière du placenta, et on a montré maintenant que quand la mère parle, c'est comme si les basses fréquences de sa voix
venait caresser le front, la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, et le bébé réagit en accélérant le cœur et en déglutissant du liquide amniotique, bourré de substances toxiques. Donc les substances toxiques sont provoquées, je le redis volontairement, non pas par la mère, mais par le malheur de la mère, quelle que soit la cause, développementale, relationnelle ou sociale. Très bien. Et en quoi une première maternité est une période sensible en termes de remaniement psychique? Alors, à l'adolescence, garçons et filles connaissent un élagage synaptique, c'est-à-dire que notre cerveau, théoriquement, est adulte à l'âge de 25 ans en moyenne, mais on continue à se développer ou à freiner la chute jusqu'aux 120 ans qui nous sont dus, les 120 ans d'existence. Mais ça veut dire que adolescents, garçons et filles ont un élagage synaptique vers 16-17 ans. Ça veut dire que le cerveau bouillonne moins et s'adapte plus à son environnement. Ça veut dire que les adolescents traitent plus vite les informations du milieu, la parole, les mimiques, les problèmes de la vie quotidienne à résoudre, plus vite avec moins d'efforts psychologiques et neurologiques. Mais les femmes, au moment de la première grossesse, ont un deuxième élagage synaptique. Ça veut dire que le cerveau féminin, après une première grossesse, traite les informations du milieu encore plus vite, avec moins d'efforts que les garçons. Ça reste entre nous, ça faut rappeler. Donc ça veut dire que, mais c'est un bénéfice adaptatif des femmes, mais dans un milieu stable. Si le milieu est stable, elles vont très vite, plus vite que les garçons, elles comprennent, elles sentent, surtout pour le bébé, puisque elles s'y préparent et puis elles le sentent déjà pendant les 9 mois de grossesse. Il y a déjà des informations de la mère vers le bébé, mais aussi du bébé vers la mère. C'est une rétroaction. Et donc ça va de plus en plus vite. Mais si le milieu est fracassé, précarité sociale, conflit familial ou accidentel, guerre, qu'on voit réapparaître, eh bien à ce moment-là, les garçons qui sont un peu en retard de développement s'adaptent plus vite, puisqu'ils sont moins adaptés au milieu, donc ils s'adaptent plus vite à un nouveau milieu, et c'est probablement pour ça qu'il y a plus de phobie féminine que de phobie masculine. Donc ces deux élagages féminins, c'est un bénéfice adaptatif dans une famille paisible et dans un milieu en paix. C'est un maléfice quand il y a un fracas, une précarité sociale, ou un milieu en guerre, ou un tremblement de terre, ou un volcan, etc. C'est un maléfice parce que les filles sont bien adaptées à un milieu en paix, donc facilement désadaptées quand il y a un fracas socio-culturel. D'accord. C'est bon. Quels facteurs de vulnérabilité sont à risque d'influencer la façon dont va interagir le parent avec son enfant? Alors, les facteurs de vulnérabilité ou les facteurs de protection s'acquièrent avant l'apparition de la parole. Et ensuite, la parole crée d'autres facteurs de protection. Tu es merveilleux, on t'aime beaucoup. Ou des facteurs de vulnérabilité. Tu es un bâtard, on t'aime pas, t'es venu par hasard. Donc, la parole, c'est Ésope, hein, ça peut être la merveille ou l'horreur. Mais avant l'apparition de la parole et avant l'apparition du récit, vers 5, 6, 7 ans, ces facteurs de vulnérabilité sont essentiellement médiatisés par les émotions. Émotions maternelles. Toutes les émotions, même si quand elles sont provoquées par une représentation verbale, une insulte, un accueil chaleureux, ça provoque des émotions. Toutes ces émotions sont ressenties par le cerveau maternel et se traduisent par une expression des substances biologiques. Comme je le disais tout à l'heure, si ces substances si c'est un trauma chronique, un trauma insidieux, la mère en prend moins conscience. Un trauma aigu, on en prend conscience. Il y a un avant, il y a un après, on a peur, on est malheureux, on en prend conscience. Un trauma aigu, on se défend moins bien et surtout on le laisse durer. Et là, le cortisol, les catécholamines qui accélèrent le cœur, le cortisol qui franchit la barrière du placenta,
rentre dans le bébé parce qu'il l'a dégluti, et les cellules du système limbique, qui sont 2 anneaux à la face interne des 2 hémisphères, sont très sensibles au cortisol. Les cellules du système limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions, gonflent, comme le fait l'excès de cortisol. Le cortisol est bénéfique quand c'est un flash. On se prépare à l'action, on a peur, on est stressé, mais on se prépare à l'action. Il est maléfique quand il dure trop longtemps et qu'on n'en prend pas conscience. Donc les conditions d'existence et les conditions relationnelles sont très importantes, et à ce moment-là, les cellules limbiques, surtout une zone particulière de la corde postérieure, sont très sensibles à la durée du cortisol. Les cellules gonflent, les canaux ionophores se dilatent, les ions potassium et sodium rentrent dans la cellule, et si ça dure trop longtemps, la font exploser. Ce qui explique pourquoi les bébés dont la mère a été stressée régulièrement par un stress chronique pendant toute la grossesse arrivent souvent au monde avec un système limbique déjà altéré. Ils traitent mal les émotions, c'est les bébés qui pleurent, qui crient, qu'on ne peut pas consoler, un rien les fait sursauter, et c'est des bébés qui démarrent difficilement dans la vie. Plus on intervient tôt, plus la résilience est facile à déclencher. Dès que la mère est sécurisée, elle offre à son bébé une niche sécurisante, puisqu'elle peut sourire, travailler, parler, se reposer. Elle est sécurisée quand elle n'est pas seule. Si elle a un problème et qu'elle est seule, qui va la sécuriser? Donc si elle est sécurisée quand tout va bien, de mon temps on appelait ça un mari, maintenant je ne sais pas comment on dit, ça peut être un homme, ça peut être l'amant. Il y a des cultures qui considèrent que l'amant n'est pas le mari. Dans notre culture occidentale, on rassemble les deux, on espère, on croit que l'amant et le mari et le père, c'est la même chose, mais ça dépend des cultures. Donc, et puis des aventures personnelles aussi. Donc ça veut dire que dès que, en 24-48 heures, dès que la mère est sécurisée, le bébé retrouve autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Ça a été un stress aigu que le bébé a ressenti et qui n'a pas de conséquences. Au contraire même, qui est peut-être stimulant. On a besoin de stress parce que l'absence de stress est un stress grave, puisque le cerveau n'est pas stimulé. Donc on a le choix entre l'absence de stress, le cerveau est engourdi, ou l'excès de stress, le cerveau est altéré. D'où la nécessité des relations. Je suis content de te voir, j'en ai assez, je veux m'isoler un petit peu, le jour, la nuit, laisse-moi tranquille, on va sortir. Tous ces rythmes-là permettent au bébé d'acquérir le sentiment de rythme, qui va lui permettre plus tard d'entrer dans la parole, les tours de parole, je m'exprime, je babille, je t'écoute, et à ce moment-là, la relation se met en place. Donc ça veut dire que ces facteurs de vulnérabilité ou ces facteurs de protection s'acquièrent constamment pendant les 3 premiers mois de la grossesse et ensuite jusqu'à l'apparition de la grossesse, que le bébé est très vulnérable, mais il est très facile à résilier, et plus on intervient tôt, plus la reconstruction cérébrale se fera en une nuit ou deux. La reconstruction cérébrale recommence comme si de rien n'était. Mais plus on intervient tard, plus la résilience neuronale est difficile à déclencher. Vous dites souvent qu'une mère sécurisée du coup devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte et qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, les mères semblent de plus en plus isolées, notamment d'un point de vue familial, on l'évoquait un peu. On note notamment une hausse des dépressions et suicides en période périnatale. Comment recréer ce village, ce soutien social et communautaire aujourd'hui? Alors, notre surprise, c'est que les études de ces dernières 10 années montrent que, alors que dans notre culture occidentale, les femmes s'épanouissent mieux que jamais dans l'histoire humaine, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale. Ça, c'est un paradoxe de notre culture occidentale, parce que avant les femmes étaient entravées socialement,
elle mourrait à 36 ans, en moyenne jusqu'à la découverte de Semmelweis, la prophylaxie de l'accouchement, 1861. Aujourd'hui, une petite fille qui arrive au monde sera pratiquement centenaire. Donc ça veut dire que, et puis elle va à l'école, elle fait des performances qui lui permettent d'acquérir un métier et qui lui permettent de devenir une personne, ce qui n'était pas le cas probablement depuis les 300 000 ans que nos grands-parents à tous sont sur Terre. Monsieur et Madame Sapiens, c'est la première fois dans l'histoire humaine que les femmes peuvent devenir des personnes, et pas seulement des annexes de mari ou des porteuses d'enfants. Et le résultat, c'est que, le paradoxe, c'est que il y a énormément de dépression périnatale après la naissance et avant la naissance. Il faut distinguer ça du postpartum blue que pratiquement toutes les femmes ressentent, qui n'est pas grave, qui n'est pas forcément agréable, elles sont un peu désorientées, parce que les hormones sont remaniées, leur ventre est remanié. Si elles sont entourées, ça se remet en place en quelques jours sans problème. Le mari, le compagnon, la compagne, la grand-mère, celle qui fait fonction de père, la femme qui peut faire fonction de père, si la femme enceinte, la jeune mère est entourée, tout se remet en place en quelques jours. En revanche, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes seules, surtout dans les grandes villes. On voit que 60% des PMA sont demandés par des femmes seules qui décident de mettre au monde un enfant sans homme, sans autre. Et là, elles créent, sans s'en rendre compte, elles créent les conditions de la solitude où tout devient un stress pour la mère. Comment je vais faire pour aller au travail? Comment je vais faire pour faire les courses? Est-ce que je vais laisser mon bébé seul pendant les 3 heures dont j'ai besoin pour aller faire une consultation médicale, etc. Donc, tous les problèmes de la vie quotidienne deviennent des stress. Et là, on se retrouve dans la situation précédente, la nécessité d'entourer une jeune mère, la nécessité d'entourer la femme enceinte, on en a parlé tout à l'heure, et la nécessité d'entourer une jeune mère. Non seulement il y a des dépressions post-natales à différencier du postpartum blue, et il y a des suicides de jeunes mères avec des bébés de quelques mois, ce qui est le scandale total. C'est insupportable. Ces femmes-là, c'est parce qu'elles ont été seules, débordées, et que cette idée leur est venue en tête. Donc, et là, la solution, elle est relationnelle et socio-culturelle. Elle est relationnelle si autour de la femme, des copains, la famille, ce qui reste de famille, puisque maintenant, même les familles épanouies sont de plus en plus diluées. On a des familles gentilles, avec des attachements sécures, où un fils est à Bucarest, l'autre fils est à Londres, la fille a trouvé un travail aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a une dilution des familles grâce au progrès individuel. C'est paradoxal, ça. Mais donc on peut faire un substitut avec un autre homme, une autre femme, des copains, une bande de copains, ce que avant on appelait un village, et que maintenant le village n'existe plus, mais on peut faire un village moderne avec une bande de copains, ou un substitut paternel, qui peut être une femme, qui peut être la grand-mère. Donc, alors ça pose des problèmes pour les images identificatoires, mais ça sécurise la femme enceinte, et depuis que le congé de paternité a été un peu augmenté, pas autant qu'on avait demandé, mais un peu quand même, et surtout depuis que les jeunes hommes ont compris que s'ils sont près de leur femme, de leur compagne, ça fera du bien à leur femme, ça fera du bien au bébé, et les grands bénéficiaires du congé paternité, c'est les hommes, qui, après une évaluation de 1 an après, découvrent le bonheur et la fatigue de s'attacher à un bébé, alors qu'avant, les hommes chefs de famille n'étaient jamais dans leur famille. Ou bien ils étaient à la guerre, moi j'ai connu 2 guerres, ou bien ils étaient à la guerre, ou bien ils étaient au travail, 15 heures par jour. J'ai pas connu les 15 heures par jour, mais j'ai connu les 10 heures par jour. Ou j'ai connu, quand j'étais médecin
au centre médico-social des Chantiers navals des hommes qui voyaient la lumière du jour 2 mois par an. C'est-à-dire qu'ils partaient le matin, les enfants dormaient encore, ils rentraient le soir, les enfants dormaient déjà. Aucune relation. Ils étaient chefs de famille et n'étaient jamais dans leur famille. Et depuis qu'ils ont compris que être père au contact, être père présent, c'est fatigant, c'est gratifiant, ils tissent des liens d'attachement avec le bébé, la femme est entourée, il y a moins de dépression périnatale, le bébé a 2 images d'attachement, on ne peut prendre conscience que s'il y a une différence. Un bébé qui n'a qu'une image d'attachement est un bébé dont la conscience s'engourdit. Une information qui est toujours la même, n'est plus une information. Pour qu'il prenne conscience, il faut qu'il y ait une autre information. Dans un univers où tout serait bleu, on ne pourrait pas concevoir le concept de bleu. Pour qu'on pense c'est une couleur bleue, il faut qu'il y ait une autre couleur que le bleu. C'est pareil pour la conscience. Donc la nécessité, ou bien notre culture fait un village, dans ce cas-là, il y a la famille élargie, il y a les copains, les cousins, les amis, ça marche. Ou bien on peut faire un village, d'un nouveau village dans le monde moderne, et on constate que tout le monde en profite. Merci. Encore tabou, le burn-out parental toucherait près de 6% des personnes, majoritairement des femmes. Comment expliquer et prévenir ce phénomène d'épuisement parental? Alors, assez curieusement, les femmes qui, on dit, ne travaillaient pas, elles n'avaient pas un travail salarié, mais elles travaillaient. Les paysannes travaillaient énormément, les femmes d'ouvriers travaillaient énormément, même si elles n'avaient pas de salaire, elles travaillaient énormément, tout le temps, 7 jours par semaine. Il n'y avait pas de syndicat de mères, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Donc, elles travaillaient énormément, mais il y avait toujours un groupe de femmes autour de la femme, la jeune mère, et même les hommes participaient à un autre niveau pour organiser, pour épargner aux femmes, aux jeunes mères, certains travaux et leur permettre de temps en temps un répit. Et le mot répit est important parce que quand les jeunes femmes actuellement pensent qu'elles n'ont pas besoin de répit, elles ne peuvent pas tout faire, elles ne peuvent pas avoir la fatigue physique, elles ne peuvent pas porter un enfant, s'en occuper. L'allaiter, c'est fatigant biologiquement. Elles ne peuvent pas se réveiller la nuit. Elles ne peuvent pas faire 3 heures de transport par jour. Elles ne peuvent pas travailler à 50 km. Elles ne peuvent pas ne penser qu'à ça. Elles se créent autour d'elles les conditions de l'épuisement. Ce qui permet de lutter contre l'épuisement, c'est la relation et le répit. Il faut travailler, il faut se reposer. Même les athlètes de haut niveau, puisqu'on est aux Jeux Olympiques, il faut en parler, même les athlètes de haut niveau, s'ils n'ont pas de moment de répit, ont un surentraînement, ont des fractures de fatigue, et ils diminuent leur performance. Donc les femmes seules, dans le monde moderne, se retrouvent dans la situation d'un athlète sans répit. Le burn-out. La fracture de fatigue de l'athlète, c'est le burn-out des femmes modernes qui croient qu'elles peuvent tout faire. Elles font beaucoup, mais si il y a une alternance, si elles ont une propre mère, la grand-mère, une compagne, un mari, un groupe de copains, à ce moment-là, elles auront des moments de répit qui permettra d'éviter le burn-out. Et Isabelle Roskam, qui est professeure à Louvain, a fait une méthode proche de celle de Lévi-Strauss, c'est-à-dire recueillir le nombre de burn-out qui ont été recensés dans votre ville, dans votre village. Et elle a fait une cartographie des burn-out. L'Occident. Dans les pays asiatiques, où les femmes travaillent beaucoup, mais pas seules, dans les pays africains, où les femmes travaillent beaucoup, mais le village là existe encore, il y a moins, elles sont entravées, socialement, mais il y a moins de burn-out que dans les pays occidentaux où théoriquement il y a moins d'entraves, mais il y a énormément de burn-out. Donc là, il y a une réforme relationnelle et culturelle à faire
pour qu'elles continuent à mettre au monde. Maintenant, en France, les femmes mettent au monde 1,67 enfants. J'ai travaillé au Japon, c'est 1,1 enfant. En Corée, c'est 0,7 enfants. Comment une société va-t-elle marcher s'il n'y a plus de jeunes? Ça va poser des problèmes culturels, ça va nécessiter l'immigration, comme on le voit en Italie, où il y a moins de 1%, il y a moins de 1 enfant par femme, donc ça va nécessiter l'immigration avec les interprétations politiques qu'on connaît en Italie et en France et dans d'autres pays. Donc ces raisonnements-là sont des raisonnements écosystémiques. C'est pas une cause qui provoque un effet. Tout ce que je viens de vous proposer, c'est des raisonnements écosystémiques. Un système agit sur l'autre système pour le déséquilibrer ou, si un professionnel intervient, pour le rééquilibrer. Merci. Mais justement, quel rôle les professionnels de santé et de la petite enfance ont dans cet enjeu de santé relationnelle précoce? Alors, les professionnels de la petite enfance ont un rôle majeur, plus que jamais, parce que il y a des cultures, même actuellement, il y a des cultures africaines où les deux parents disparaissent le matin. Les grands-parents sont vieux, morts ou fatigués ou malades, et les enfants sont de plus en plus seuls. Alors que les deux parents sont bien développés, on voit de plus en plus d'enfants seuls. En Chine, où j'ai été invité aussi, les deux parents se développent mieux socialement. On voit de plus en plus d'enfants des rues. Ils ont des parents qui sont pas là. Avant, seul le père n'était pas là réellement, mais il était là dans la parole de la mère, qui d'ailleurs le transformait en père fouettard. Si tu fais pas ce que je te dis, je vais le dire à ton père, tu vas avoir la raclée. Cette phrase, je l'ai entendue, hein. Elle a disparu maintenant, mais ça veut dire que les pères, ou bien ils étaient présents physiquement, les paysans, les artisans, étaient souvent des bonnes images identificatoires. Les enfants étaient fiers de leur père qu'ils voyaient peu, c'était le mineur, c'était l'ouvrier, et ils en étaient fiers, ou bien le père était présent dans la parole, donc ça provoquait des émotions, puisque ce qui transmet, c'est les substances de l'émotion qui se transmettent. Donc ça veut dire que les professionnels de la petite enfance sont plus importants que jamais, soit pour sécuriser la mère, soit pour dire aux mères et aux pères, aux familles, ce que la biologie relationnelle vient de découvrir, s'ils peuvent eux-mêmes prendre la décision, soit pour les aider à prendre des décisions, soit pour développer les crèches, ce qui est le contraire de ce qui se passe actuellement. Il y a de moins en moins de crèches avec des professionnels de moins en moins formés, alors qu'il faudrait qu'il y ait plus de crèches de façon à ce qu'il n'y ait pas de surnombre dans les crèches, qu'il y ait le nombre adéquat et l'espace légal pour un enfant, avec un personnel qui ne demande que à être formé, mais comme il n'y a pas de personnel, très souvent, on prend des gens qui n'ont pas de formation, donc qui réagissent avec leurs préjugés. L'école, pour un enfant en difficulté dans sa famille, l'école est un énorme tuteur de résilience. L'enfant est sécurisé à l'école quand le foyer, quand il n'y a personne au foyer, quand le foyer est vide, c'est l'école qui prend un effet de résilience avec les enseignants, avec les copains et les copines. C'est des moments de bonheur qui peuvent suffire à relancer le dynamisme. Encore un point faible de notre culture, mais là on n'est plus dans la petite enfance, c'est que l'environnement familial, pendant très longtemps, participait à l'éducation. Les enfants, le sport, les chorales, le match de football, le bal populaire, tout ça, ça se maintient. En Italie, ça se maintient. En Afrique, ça se maintient. En France, ça réapparaît un peu, mais là, il y a une structure périfamiliale qu'il faut réorganiser de façon à ce que l'enfant puisse bénéficier des 1000 premiers jours, acquérir la stabilité interne et la confiance en soi, et ensuite devenir autonome. Il faut les deux associer, comme il faut un répit.
il faut travailler et se reposer, et bien là c'est pareil, il faut bénéficier d'une stabilité du cocon familial et il faut pouvoir s'en affranchir. Et là il y a 2 stades importants, l'âge du non, que tous les parents connaissent, on est en retard, et l'enfant, au lieu de venir, il va se cacher dans un placard ou sous un lit, parce que pour lui, c'est une victoire d'autonomie. Je peux enfin désobéir à ma mère. Elle n'a plus sur moi une relation d'emprise. Et puis, le 2e stade, c'est bien sûr l'adolescence, où là, l'apparition du désir sexuel, il faut partir. La fierté de devenir indépendant socialement, il faut partir. Mais là, il y a un grave déficit de toutes les sociétés modernes techniques, c'est que les enfants psychologiquement se développent de plus en plus tôt et ils sont indépendants socialement de plus en plus tard. Donc ils ont une sensation de répression qui dure à peu près 15 ans. L'adolescence dure à peu près 15 ans. Alors qu'il n'y a pas longtemps, elle durait quelques mois. Ou même dans les pays pauvres, l'adolescence n'existe pas. La puberté existe, mais pas l'adolescence. Les filles sont engrossées dès que leur corps le permet, et les garçons sont envoyés à la mine ou à la guerre dès que leur bras le permet. Donc là c'est un progrès, mais c'est un progrès qui nécessite des réformes socio-culturelles. Merci. Du coup là on passe aux 4 dernières questions qui sont plus en lien avec les addictions. Donc comment l'addiction d'une mère ou d'un père peut-elle impacter la qualité de la relation à l'enfant? Si le père a une addiction, la niche sensorielle qui va entourer un enfant est déjà altérée. Si un père a une addiction, il prend des substances, il prend de l'alcool, avant même que l'enfant soit conçu, on peut prédire que s'il n'a pas de métier, s'il est violent, s'il ne supporte pas la frustration, sa femme, même si sa femme est solide, la niche sensorielle va être altérée. Et là, quand l'enfant sera conçu, il va rentrer dans une première niche sensorielle déjà altérée par l'addiction du père. Même si les substances toxiques du père ne sont pas transmises à l'enfant, le stress maternel va quand même transmettre à l'enfant des substances toxiques. Si la mère est altérée par des substances, cocaïne, alcool, amphétamine, toutes les substances qui existent actuellement, il y aura l'enfant qu'elle porte aura 2 sources néfastes. La cocaïne, l'alcool, qui passe très bien la barrière placentaire et qui provoque des pathologies fétales, essentiellement des dysmorphies facio-crâniennes, et parfois aussi des altérations cérébrales, et l'enfant donc va être le porte-malheur de l'addiction maternelle, qui elle aura directement transmis les substances qu'elle ingère au cerveau de l'enfant. C'est-à-dire que la mère a 2 sources toxiques, son propre stress qui dépend pas d'elle, qui dépend de son mari, de la culture, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, mais si elle prend des substances, qui dépend des substances qu'elle prend, alors que le père n'a qu'une transmission de substances s'il insécurise la mère ou s'il est violent lui-même, sachant que beaucoup de parents disent qu'ils se crient, qu'ils se disputent violemment, qu'ils cassent tout. Quand on intervient, les parents disent non, on ne l'a jamais touché, ce qui est faux. Même s'ils ne l'ont pas touché à coups de pied ou à coups de poing, les cris, l'enfant a peur, il voit les 2 figures d'attachement se battre ou casser la vaisselle ou se bousculer, pour lui c'est une grave agression neurologique. Parce qu'il a les substances du stress, il parle pas. Si on le sécurise pas, lui il pourra pas se sécuriser tout seul. Il parle pas. Donc c'est un bébé préverbal. Donc là, on voit que même si on ne touche pas physiquement avec ses poings, avec ses pieds, l'enfant, les cris, le fait de secouer, ça c'est grave, mais ça, le fait de crier, ou quand on est malheureux, le fait de ne pas interagir avec l'enfant et de le laisser seul,
c'est une agression cérébrale. Et maintenant, on voit, en neuroimagerie, on voit sans difficulté qu'un bébé laissé seul, ou un bébé stressé pour toutes les causes que je viens de proposer, et certainement d'autres aussi, a à peu près, dans un premier temps, toujours les mêmes altérations cérébrales, atrophie des 2 lobes préfrontaux. Il n'y a pas d'altérité. Pourquoi voulez-vous que les 2 lobes préfrontaux soient stimulés? Ils ne sont pas stimulés, ils sont atrophiés. Atrophie des 2 systèmes limbiques. Il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas de relation, il n'y a rien à mettre en mémoire. Les 2 systèmes limbiques ne sont pas stimulés, ils sont atrophiés. C'est-à-dire que là, c'est la pathologie du milieu qui provoque la pathologie du système nerveux du bébé. Et là, on peut agir sur le bébé pour le sécuriser, mais surtout sur l'entourage du bébé pour intervenir, pour sécuriser les parents, qui souvent, ils ont d'autres métiers, ils ont appris d'autres choses, ou ils ont eu eux-mêmes des difficultés développementales, donc ils sont pas au courant. Et puis ce que je viens de dire, il y a beaucoup de gens encore qui sont pas au courant, même des gens qui savent lire. Il faut qu'on rentre dans la culture, et c'est votre fonction de faire entrer ça dans la culture. Et beaucoup de parents à qui on explique, qui se sentent eux-mêmes entourés, sécurisés par quelqu'un, je vais lui poser cette question, c'est souvent elle, parce que les femmes sont très attirées par le métier du soin, mais souvent le simple fait de penser, je suis débordé, mais elle va me dire ce qu'il faut faire, c'est déjà un premier pas sécurisant. Je téléphone, on prend un rendez-vous, elle va venir, on va trouver une solution, c'est le premier temps, c'est déjà sécurisant. Ensuite, il faudra travailler, et les gens, même les parents en difficulté, souvent ne demandent que ça. Certains parents en difficulté sont déjà tellement altérés que là, il faudra intervenir, parfois de manière plus autoritaire, mais très souvent, l'explication, la relation, c'est déjà un premier tranquillisant. Merci. Et est-ce qu'il existe des corrélations qui ont pu être établies entre un attachement insécure d'une personne et plus tard, à l'âge adulte, des conduites addictives? Alors, les corrélations sont clairement établies. Lorsque le bébé a été insécurisé par l'insécurité maternelle, ce que je viens de vous proposer, il a un fort risque d'acquérir les maladies chroniques et les maladies qu'on appelle dégénératives. Par exemple, si la mère a des troubles de la nutrition, parce qu'elle boit, parce qu'elle ne mange pas, ou parce qu'elle mange mal, ou parce qu'elle est anorexique, ou parce que, etc., d'autres causes hétérogènes, le bébé qu'elle porte a de fortes chances de devenir diabétique, de manière durable. Beaucoup de maladies chroniques sont aggravées parce que le bébé, dans ses premières niches, dans ses 1000 premiers jours, ça s'est mal structuré, il sécrète moins les substances immunologiques qui lui permettent de mieux se défendre, ou alors il sécrète des substances immunologiques qui lui permettent, qui le rendent malade. Donc toutes ces maladies chroniques sont souvent déterminées par le stress maternel ou par un échec dans les 1000 premiers jours. Ce qui revient à dire qu'il y a très peu de troubles dans les 70% de la population qui a acquis, qu'on sait évaluer comme attachement sécure dès le 10e mois à peu près. Peut-être on pourrait le faire avant, mais il faudrait une autre sémiologie plus fine. En revanche, pratiquement toutes les pathologies relationnelles, l'intolérance à la frustration, les garçons sont beaucoup plus sensibles que les filles, l'impulsivité, l'angoisse, tout ça, le diabète, j'en ai parlé, ces troubles des conduites alimentaires qui au début on supporte, on est enfant, on le supporte, mais très tôt, après la puberté, on voit apparaître des obésités, et puis surtout on voit apparaître de plus en plus des hypertensions et des diabètes de type 2, parce qu'il y a eu une vulnérabilité acquise précocement. Et dans les impulsions, dans les incivilités, dans les maladies chroniques,
dans les retards scolaires, il y a une énorme proportion d'attachements insécures. Et si on était intervenu tôt, on sait ce qu'il faut faire. Il faut organiser, sécuriser la mère et organiser un alentour maternel, comme vous m'avez invité à le dire. On le fait pas toujours. Parfois parce que les parents veulent pas, souvent parce que la société n'a pas compris qu'il faut organiser, développer tous les métiers de la petite enfance. Pas seulement la crèche, mais les éducateurs de jeunes enfants. Il faut développer tout ce qui fait de la culture et qui permettra d'entourer la mère, le couple, la famille. Et à ce moment-là, on réglera pas tout, mais on diminuera le nombre d'attachements insécures. Mais il y a les 5% d'attachements désorganisés, essentiellement des petits garçons, où parfois les parents sont gentils, motivés, équilibrés, et l'enfant démarre mal, difficilement, dans la vie. Alors qu'il a tout autour de lui, parce que c'est une transaction. C'est pas, avant on disait, si un enfant se développait mal, on disait, c'est une mauvaise graine. C'est lui qui est mauvais. C'était bien sûr une métaphore raciste, c'est-à-dire, comme il n'a pas la même couleur que moi, c'est donc la preuve qu'il est inférieur. Donc ça veut dire que, s'il se développe mal, la famille, la société n'y sont pour rien. C'est lui qui est de mauvaise qualité. Et on punissait ces petits garçons, plus que ces filles, quelques filles, mais beaucoup plus de petits garçons, on les punissait. Ce qui, bien sûr, aggravait leur insécurité et aggravait les troubles. Or, dans ces 5% d'attachements désorganisés, on constate, même si on ne trouve pas de cause, c'est peut-être c'est à coup sûr parce que la transaction s'est mal faite entre le bébé et sa mère et son foyer, et là, quelque chose s'est mal passé. Mais ça vient pas forcément des parents. Ça vient peut-être de la transmission d'un trouble acquis, là on est encore dans le domaine des hypothèses, mais ce qui est sûr, c'est que dans ces 5% d'attachements désorganisés, on trouve un très fort pourcentage d'incivilité, de retard scolaire et de délinquance et même de féminicide. C'est pratiquement tous les hommes qui tuent la femme qu'ils aiment avaient un attachement désorganisé qu'on n'a pas sécurisé. On a puni ces hommes, ces petits garçons, au lieu de les sécuriser, on a donc aggravé un processus qu'on aurait peut-être pu améliorer. D'accord. Et sur les adultes qui sont traités pour une addiction, est-ce que, je ne sais pas s'il y a des études qui montrent que ces personnes-là, en fait, leur trouble addictif est lié justement à un attachement insécure, particulièrement sur les addictions. Est-ce qu'il y a... Alors, méfions-nous des causalités linéaires exclusives. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un attachement insécure, évitant, je dis pas un mot, je souffre, mais je ne le montre pas, je dis pas un mot, je m'isole, j'ai pas de copains, je parle pas, je parais froid, distant, je souffre énormément, mais je dis rien. On me laisse dans mon coin. L'attachement ambivalent, j'agresse ceux que j'aime. J'agresse même ceux qui m'aiment, parce que je pense que je ne mérite pas d'être aimé, ou je pense que je suis un porte-malheur, et si cette femme, qu'on appelle ma mère, m'aime, je vais lui porter malheur. Donc j'agresse la personne que j'aime le plus au monde. Point de vue relationnel, c'est pas facile, mais ça existe, beaucoup même, ça existe. Donc ça veut dire que si on change d'optique, on trouvera des solutions. Il y a déjà des solutions qui sont en marche, et si on change d'optique, on en trouvera encore plus. Et on peut dire que il y a dans le système, dans l'écosystème des gens qui prennent des substances, on trouve souvent un facteur de vulnérabilité acquis préverbalement. Merci. Justement, pour ces enfants qui grandissent dans un contexte d'addiction, soit d'un des deux parents, voire même parfois des deux parents, quelle possibilité de résilience justement pour ces enfants? Alors le principe de la résilience, il est très simple. Hein. Plus on intervient tôt, plus la résilience est facile. Donc,
plus on laisse se développer le processus, plus la résilience sera difficile ou même un échec. Donc ça veut dire que pour ça il faut qu'il y ait un entourage. Pour ça il faut que, par exemple, on a proposé des maisons des 1000 premiers jours. Ce sont des gens non professionnels qui font un équivalent de village. Ils font une association, ils se donnent rendez-vous, ils se donnent des conseils. Moi, je donne le biberon comme ça, je le lave comme ça, je prends ces larges-là, ces crèmes-là. On m'a dit que cette crème était mauvaise. Enfin, le papotage nécessaire du village. Donc, avec l'aide de temps en temps d'un professionnel, mais pas obligatoirement. Et si quelque chose ne va pas, c'est souvent un ami qui dit, tiens, ton bébé, il sourit pas, qu'est-ce qui se passe? Tiens, il tend pas les bras quand je m'approche de lui. Et là, on demande conseil à un professionnel. Et dans les maisons des 1000 premiers jours, on se donne rendez-vous, il n'y a pas de professionnel, mais tiens, comment ça se fait que ton bébé régurgite sans cesse? On va demander à l'infirmière, on va demander au psychologue, sans rendez-vous. Un conseil comme ça. Et si on dépiste quelque chose de plus lourd, là, il faudra un protocole de prise en charge. Donc c'est un équivalent de village qu'on propose dans la maison des 1000 premiers jours. Il y en a déjà plus de 40 qui sont ouvertes en France, et toutes ont eu leur succès. C'est-à-dire toutes, alors là, souvent on n'en a pas besoin. Souvent c'est des gens qui se donnent rendez-vous, qui vont au restaurant ensemble, ils tissent des liens d'amitié, ce qui est important pour la sécurité maternelle, ou même tout banalement, tiens, je dois voir ma mère qui est dans un EHPAD, est-ce que tu peux me garder mon enfant pendant 3 heures? La banalité, ça existe. L'association le fait, mais en cas de problème, le trouble est pris en charge très tôt. Et la résilience est facile. Mais plus on attend, plus ce qui était une dysfonction cérébrale, si on attend, les circuits des faisceaux neuronaux se mettent en place, et là c'est plus une dysfonction, là c'est une structure cérébrale, et là ça reste possible, mais plus on attend, plus ça sera difficile. Et là, la résilience parfois échouera parce qu'on a laissé se développer un processus toxique pendant trop longtemps. D'accord. Et par rapport à éventuellement une parentalité ou une grossesse avec une addiction, en tant que professionnel de santé ou de la petite enfance, comment on peut accompagner justement ce nouveau-né durant les 1000 premiers jours quand il naît dans un contexte d'addiction, et comment accompagner justement cette parentalité aussi particulière? Comment on renforce les compétences parentales? Sur quel aspect on peut être vigilant en particulier? Là, on a déjà un peu répondu, mais effectivement, pour un praticien, pour un éducateur, c'est comme ça que se pose le problème, c'est-à-dire que comment on fait pour intervenir? On constate qu'il y a un trouble, on ne sait pas lequel. Ce trouble peut être le désespoir maternel, peut être la violence paternelle. Souvent, c'est l'isolement qui est une grave agression cérébrale qu'on sait photographier et mesurer. Et là, on trouve la solution adaptée à chaque, par exemple, si on voit une atrophie cérébrale et limbique, comme je l'ai souvent vu, en proposant un substitut affectif, ou bien c'est la mère qui est mal, quand on voit la mère, quand sécurisée, ça suffit pour le bébé, ou bien la mère est morte, ou bien le mari est extrêmement violent, il faut un placement, et dans ce cas, il y a des substituts, il y a des associations, qui font très bien leur travail et qui récupèrent beaucoup d'enfants. Au début, plus on intervient tôt, je le redis volontairement, plus on intervient tôt, plus c'est facile, mais ça reste encore possible, mais il faudra plus travailler. Parfois, c'est des symptômes moins visibles. Tiens, ton bébé, il gazouille pas, il sourit pas. Et ça, c'est la banalité, c'est le village qui dit, tiens, pourquoi il sourit pas? Pourquoi il tend pas les bras? Ou parfois, pourquoi il a beaucoup de régurgitation? Alors que j'ai été voir mon médecin, il me dit qu'il n'y a aucun trouble digestif. Et moi, mère, je vois bien qu'il a tout le temps des régurgitations. Et là, il faudra faire une enquête, et là c'est un professionnel qui le fera, et qui trouvera une autre cause. Donc méfions-nous des explications par une seule cause, et il faut au contraire s'exercer à raisonner en termes d'écosystème, l'entourage et l'évolution, et là on trouve des solutions différentes pour chaque
différence pour chaque trouble différent. Sachant que une population d'enfants bien partis va probablement fournir les 70% d'attachement sécure. Mais que c'est pas gagné pour la vie, parce qu'on voit, c'est pas rare du tout de voir que un enfant qui a acquis un attachement sécure, arrive la guerre, il deviendra insécure. Mais pendant la guerre, si le foyer parental peut rester stable, même pendant la guerre, on voit des enfants rester sécures. C'est pas la majorité, puisque la guerre est une fabrique de psychopathes, les garçons plus que les filles, puisqu'ils sont intolérants à la frustration, et que la réaction brutale des petits garçons est utilisée par toutes les cultures pour leur apprendre les métiers de la guerre. Ce que j'ai appris, on m'a appris à tuer, on m'a appris à me servir d'une arme, et si je m'en étais servi, on m'aurait décoré. Toutes les cultures ont utilisé les réactions des petits garçons plus brutales que celles des filles pour faire la guerre ou pour les faire travailler 15 heures par jour au fond des mines. Donc là, il y a peut-être un problème culturel. Et alors la conséquence pratique, c'est que pour que les enfants aiment mieux, il ne faut pas faire la guerre. Voilà, ça c'est facile. Donc voilà. Et pourtant, vous voyez bien que ça réapparaît. Actuellement, il y a 50 pays en guerre, il y a 50 guerres actuellement, et on emploie moins le mot guerre, on emploie le mot conflit armé, parce que les guerres ont changé de structure. Elles sont devenues tellement technologiques que maintenant on voit que un tout petit peu d'hommes, quelques milliers d'hommes, peuvent tenir en échec une armée d'un pays surpuissant. Les Américains, les Russes, les Français ont été battus dans toutes les guerres par quelques hommes avec un matériel technique hyper performant, avec des techniques de guerre asymétriques, comme disent les militaires, qui fait que très peu d'hommes fanatisés et très bien formés peuvent vaincre une armée d'un grand pays et imposer sa loi. Et notamment, on voit réapparaître des dictatures religieuses qui réapparaissent parce qu'il y a très peu d'hommes fanatisés, mais à qui on a appris à se servir de cette merveilleuse technologie. Voilà, je dis ça uniquement pour vous remonter le moral. Oui, c'est sûr. Je vous avais déjà entendu dire ça, donc je m'y attendais. Bon, voilà, on a fait l'ensemble des questions. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Je crois qu'on a bien balayé. Mais... Oui, voilà, comme vous dites, on a balayé.